Alors, sur cette question, je vais vous répondre en deux temps. Avant 2008, il est incontestable que le régime des cheminots et le régime de la RATP étaient extraordinairement favorables, puisque aucun aménagement n'avait été effectué comme il l'avait été fait, notamment pour les agents de la fonction publique et les fonctionnaires des collectivités locales dans le cadre de la réforme 2003, dite réforme Fillon. En 2008, on a décidé de prendre le taureau par les cordes et on a décidé, en quelque sorte, de caler en partie le régime de retraite des cheminots sur celui des fonctionnaires. On n'a évidemment pas touché à l'époque à l'âge qui restait à 50 ans, qui a été modifié en 2010 par la réforme Sarkozy à 52 ans, et la retraite demeurait à 55 ans. Mais un certain nombre de réformes ont rapproché le régime. On a arrêté, si vous voulez, l'âge limite qui faisait que les agents pouvaient être mis à la retraite d'office, ce qui limitait singulièrement le montant de la pension, notamment à la SNCF. Deuxièmement, on a calculé les pensions sur une durée à peu près équivalente avec celle du régime général. On a introduit le mécanisme de la décote et de la surcote en cas de réforme, en cas de réforme. En cas de carrière incomplète ou de carrière plus longue. On a procédé à un certain nombre d'autres réformes qui ont calé le régime sur les évolutions de la fonction publique, de sorte qu'aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une réforme dans le domaine de la fonction publique, elle s'applique aussi dans le régime des cheminots, de la RATP, des gaziers électriciens et des clercs de notaire. Un élément très important aussi, c'est que on a modifié les conditions de réévaluation de la pension. Autrefois, la pension était calée sur les évolutions salariales en cours dans l'entreprise. Cela voulait dire que les cheminots retraités bénéficiaient des augmentations indiciaires en cours dans la SNCF. À partir de 2008, on a décidé que l'évolution de la pension serait comme au régime général, c'est-à-dire aujourd'hui l'évolution, d'abord l'évolution prévisionnelle des prix, puis maintenant l'évolution réelle des prix. Voilà. Donc maintenant, les cheminots sont rentrés en termes de réglementation dans le rang, à deux exceptions très notables. Le calcul de la carrière qui se fait toujours sur les 6 derniers mois et évidemment l'âge de départ en pension qui peut être exercé avant 55 ans. Il est à noter que cet âge de 55 ans est valable pour l'ensemble des agents de la SNCF, y compris pour les administratifs. Autrement dit, le contrôleur qui vous contrôle dans le train n'a pas plus d'avantage, malgré son horaire décalé, que l'administratif qui travaille
dans son bureau du lundi au vendredi. Comment on peut expliquer que celui qui travaille dans son bureau du lundi au vendredi puisse partir à la retraite à 55 ans aujourd'hui? Alors aujourd'hui, si vous voulez, ça vient tout simplement du fait que lorsque la réforme Sarkozy a été mise en place, on a imposé, contre négociation d'ailleurs, un certain nombre de mesures, mais on n'a pas osé aller contre le tabou de l'âge qui risquait de braquer le corps social de la SNCF. Mais aujourd'hui, vu de l'extérieur, j'ai toujours dit à mes agents qui étaient pour la plupart SNCF, que je m'étonnais que le roulant, celui qui était contraint qui était obligé d'avoir des horaires spécifiques, n'ait finalement pas plus d'avantages que l'administratif qui travaillait du lundi au vendredi. Est-ce que ça signifie que la réforme Sarkozy a coûté plus cher qu'elle aurait dû coûter? Non, ça c'est une autre question. Il est certain que, si vous voulez, les pouvoirs publics, ou plutôt la Cour des comptes, s'est interrogée sur le coût de la réforme. Et il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui a estimé que certes, il y avait eu des avancées importantes dans les réformes du régime de retraite, même si on n'avait pas touché globalement à l'âge, sauf en 2010, où l'âge a été progressivement reporté de 50 à 52 ans pour les roulants et de 55 à 57 ans pour les autres, et de même qu'on a allongé la carrière jusqu'à 169 trimestres, puis 177. Mais il est certain que cette réforme en 2008 a coûté beaucoup d'argent à la SNCF, et pour au moins deux raisons. D'abord, il y a eu des négociations où les syndicats ont obtenu la création d'un échelon supplémentaire dans la carrière qui leur permet évidemment de disposer de droits, et par ailleurs un certain nombre de primes ont été intégrées dans le salaire cotisable. Alors là, vous me posez une colle parce que j'ai été le gérant technique de cette réforme, mais je n'ai pas été, si vous voulez, partie aux négociations. Si on avait fait une négociation hors sol, nul doute qu'il aurait fallu faire un effort spécifique, notamment pour l'ensemble des administratifs qui n'ont pas de contraintes, en termes de travail. Ça paraît une évidence. Aujourd'hui, le contribuable donne combien au régime de la SNCF pour être équilibré? Alors aujourd'hui, la cotisation d'équilibre, mais qui a eu un historique et qui a une base juridique qu'on trouve dans un règlement de 69, si vous voulez, tourne autour des 3,5 milliards d'euros, mais elle tend à baisser progressivement en fonction de la diminution du nombre de pensionnés, puisque je vous rappelle que il y a eu plus de 500 000 pensionnés dans les années 45-50, et qu'aujourd'hui, il n'y en a plus que 270 000 environ. Donc ça signifie que chaque année, le contribuable paye en impôts 3,5 milliards pour que les 300 000, 250 000, 300 000... 270 000, oui. 270 000 retraités de la SNCF puissent toucher leur pension. Oui. Mais ça se justifie en partie, si vous voulez. On a demandé à la SNCF
de faire des efforts de productivité, de baisser ses effectifs. Je rappelle qu'il y avait à la sortie de la guerre à peu près 450 000 cheminots. Maintenant, il n'y en a plus que 160 000. Il y a évidemment des conséquences en termes d'équilibre du régime de retraite. Si vous demandez par exemple à la fonction publique de baisser ses effectifs, nul doute que le régime des fonctionnaires sera encore plus en déséquilibre qu'il ne l'est aujourd'hui. Parce qu'on fait souvent une fixation sur le régime des cheminots. Mais je vous rappelle que le régime de la fonction publique, il coûte à peu près 50 milliards d'euros. Et que les contributions patronales payées par l'État dans le compte d'affectation spéciale où il y a une ligne spécifique sont beaucoup plus importantes en proportion que ce que payent les employeurs au titre de leur contribution retraite. Donc ça signifie que le régime retraite de la SNCF, il est très défavorable aux contribuables, mais que le régime général des fonctionnaires, les casse-pensions, comme vous dites, les pensions civiles de l'État, plus l'IRCANTEC, plus la CNRACL, sont encore plus défavorables que la caisse de la SNCF. Alors, pour le bilan de la Caisse nationale des retraites des collectivités locales, il faut mettre ça de côté parce que c'est un régime particulier avec des règles spécifiques. C'était un régime plus jeune et donc je ne m'exprimerai pas sur ce point. Mais pour la retraite de la fonction publique, il est certain qu'il serait très utile que effectivement on transforme le service des retraites de l'État en caisse autonome avec des cotisations. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on s'apercevrait que les cotisations employeurs spécifiques payées par l'État sont plus importantes que celles que paye l'État pour les agents de la SNCF au titre de leur retraite.